Là. Voilà. Ok. Alors, donc, bienvenue dans cet épisode numéro 2. J'adore parler en termes d'épisodes, c'est génial, je suis vraiment vintage. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez, je suis dans la nature. Je crois qu'on entend la richesse des oiseaux qui est autour. Et c'est formidable. Et moi, je me prends ma petite place dans cette belle nature bien... Voilà, on va en parler des moustiques, parce que je fais un épisode sur la nature et je claque un moustique à la première minute de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, tout est calculé. Bienvenue, bonjour à tous, regardez-moi ça. Écoutez, c'est merveilleux, c'est magnifique. Ah, il est 10h, ça y est. C'est tout un lieu hors du temps dans lequel je suis aujourd'hui, avec ces arbres qui pour certains sont encore rouges, d'autres très verts, un vert gras, un vert presque pas naturel, c'est formidable. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la nature dans tout ce que ça signifie. C'est un très grand sujet, bien plus grand que la lenteur. Et là, j'aimerais vous parler de tout ça. Mais un peu tout ce qui n'est pas nous, finalement. Mais on va en parler un petit peu plus tard. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai un super top micro que je peux me permettre d'utiliser. Donc voilà, formidable. La nature, c'est un gros sujet. J'aime beaucoup. Ça fait longtemps, bien sûr. Là aussi, je vais revenir sur mon histoire, mais de manière beaucoup plus ancienne, parce que mon lien avec la nature est beaucoup plus ancien. Ça remonte, je pense, ça remonte à toujours. En fait, je sais pas comment vous dire. Je fais partie de ces enfants qu'on a laissé jouer dans la terre, qu'on a laissé toucher l'herbe. Et ce qui fait que j'aime... je pense que ça, c'est vraiment indispensable pour un enfant de 0 à 4 ans qui touche ce qui l'entoure, qui regarde les bébêtes pas comme une menace, qu'il sache, qu'il apprenne à écouter. Qui es-tu, toi? C'est magnifique. Qu'il apprenne à écouter, à voir et à ressentir ce qui se passe. Il y a une très forte dose de spiritualité quand on est dans la nature. Et ça aussi, je vais vous en parler. Il y a une demoiselle qui est bleue qui vient de passer, j'espère que vous l'avez vue. La nature, c'est un luxe auquel j'ai goûté tôt. Et j'ai toujours eu ce sentiment un peu vague d'être accompagnée par quelque chose. Donc je tapais la discute avec. Et puis des fois ça m'aiguillait, ça m'aidait. Et c'était toujours dans des moments où j'étais très seule, où je sentais une connexion avec quelque chose qui était plus grand que moi. C'est là qu'intervient l'ego dans la nature, qui est une très grosse question. Quand on est profondément, je pense, en connexion avec la nature, notre ego se dissout. Il n'existe plus. Quand on regarde la grandeur des arbres, quand on regarde le soleil sur l'herbe, comme ça, qui rase l'herbe, quand on regarde, quand on fait attention à tout ce qui se passe, on n'existe plus. J'ai vraiment cette sensation-là, ou en tout cas, je n'ai absolument rien à apporter à ce qui se passe. Et ça, pour le coup, ça me rappelle un film que j'ai vu il y a encore pas si longtemps du tout,
Jumpers. Alors, on m'a amené voir Jumpers. J'avais vu l'affiche et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je ne suis plus une enfant. Hein. La personne qui était avec moi était investie, ça va être trop bien et tout. Il y a une biche derrière. Il y a une maman biche avec son petit bébé. C'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon, les gars. Je suis ravie. Bon, bref. Et Jumpers, on m'a emmené voir Jumpers. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Je suis pas le public cible. Le public cible, c'est les enfants de 10 ans. Bon, ça c'était mes préjugés sur les chara-design, etc. Et il y a une scène. Donc ça parle complètement de son rapport à la nature, hein, Jumpers. Il y a une scène avec une grand-mère et sa petite fille. La petite fille est énervée et la grand-mère dit, devant un lac, devant une nature resplendissante, ça fait du bien de se mettre en face de quelque chose de plus grand que soi. Et ce film a mis des mots sur mon ressenti profond, ce bien-être, cette sensation de, mais j'allais dire apaisement, mais non, c'est même pas, cette sensation d'ataraxie, d'être connecté au tout, quoi. Ce film a mis des mots sur cette sensation-là, et depuis, je ne parle que de ça, et je ne peux cesser de parler de la nature sans parler de notre ego. On se met de côté quand on rentre. Oh, il repasse. Oh. On se met de côté quand on a une connexion avec la nature. Je prends ma petite feuille de route parce que je me suis fait des petits thèmes cette fois-ci à mon parcours lié à la nature. Que je vous disais très tôt, j'ai joué quasiment exclusivement toute seule dans la nature. Et donc j'ai grandi avec ce lien-là, surtout qu'avec ma mère, on était souvent en sortie, dehors aussi, à grimper sur les rochers de Fontainebleau. Dans le parc, on faisait beaucoup de grosses balades. La nature, pour moi, c'était aussi synonyme d'aventure. Et plus tard, j'ai rencontré des gens qui étaient très en lien avec une certaine forme de nature. Des gens qui aimaient beaucoup marcher pendant des heures durant. Ça m'a aussi rapproché de la marche. Ça a attisé quelque chose en moi qui a aimé la marche, ce qui n'est pas forcément évident parce que la marche, c'est le truc le plus lent du monde. Et puis après, j'ai connu mon ex. Coucou si tu passes par là, merci pour les micros, ils sont très utiles. Et c'est vraiment avec mon ex que ça a pris une dimension beaucoup plus... j'ai rajouté beaucoup d'amour dans ma démarche, dans mon lien avec la nature. C'était cette fois où on était sur les bords de Seine, à Paris, et sous un sol pleureur qu'il y a, il était en train d'observer une bestiole sur sa main. Et ça m'a touchée, ça m'a beaucoup touchée, cette douceur qu'il avait avec cette petite bébête qui mesurait 1,5 cm de long. Je me rappelle plus ce que c'était. Et cette vision m'a vraiment attendrie et m'a baffée, quoi. J'ai adoré cette douceur. J'ai adoré cet amour qu'il portait, ou en tout cas qu'il semblait porter sur ce petit monsieur. Et depuis, mon rapport au minuscule a changé aussi. Je suis beaucoup plus douce, beaucoup dans la compassion avec les insectes. Alors, là j'ai un insecte autour du cou. C'est un charançon, le polynésien charançon bleu. Vous vous dites, mais pourquoi tu portes ça autour du cou alors que tu dis que tu as plus de compassion envers les insectes? Bon, on me l'a offert. Je pense que je m'en serais pas acheté de moi-même.
En tout cas, plus maintenant. Et il est merveilleux, déjà, de une, c'est pour ça que je le porte ici. Et de deux, je le porte pas comme un trophée. Je le porte plutôt comme un rappel de ce envers quoi on ne fait pas attention d'habitude. Et même si je sais que ça peut sembler contradictoire, mais en fait c'est vraiment pour cette raison maintenant que je le porte. Et j'ai aussi il y a une grande valeur sentimentale, bien sûr. Donc un rapport au plus petit, au plus vulnérable changé. Je pense maintenant, humainement, je fais très attention à ça, c'est-à-dire qui des gens que je connais, qui des humains que je connais prennent soin de ce qui est plus vulnérable qu'eux. Je pense que c'est un très bon indicateur de la bienveillance intrinsèque de quelqu'un. Est-ce qu'on arrive à se mettre à la place d'une fourmi? Alors, je vous ai pas expliqué au fait l'anecdote, j'ai complètement été à côté de mon anecdote sur le moustique à l'épisode précédent. J'ai oublié de finir. Donc je vais vous en parler aujourd'hui, c'est tout à fait en lien. Pas de problème avec ça. Donc j'ai claqué un moustique tout à l'heure, vous avez vu. Alors que je vous parle de compassion avec ça et tout. Parce que les moustiques et les tiques, oh est-ce que je la tuerais ou je la relâcherais? Je sais pas. Bon, les moustiques, ça fait partie de cet être avec lequel j'ai un paradoxe. Et en même temps, est-ce que c'est un paradoxe? Je me dis, ça rejoint le fait de prendre une place dans ce monde, dont on parlait dans l'épisode sur la lenteur, par rapport au psy. Je prends une place dans ce monde, j'ai aplati de l'herbe là ici pour prendre ma petite place et tout. Donc ce qu'il y avait en dessous, bon bah c'est écrasé sous mon cul. Je me permets de prendre une place que je trouve relativement juste. Je pense que je pourrais faire mieux, notamment dans mon alimentation. Et oui, je tue des êtres pour mon confort personnel. J'aurais pu me mettre chez moi. J'ai décidé de me mettre ici. Ça, c'est des grosses questions sur le fait d'exister que je me suis posée. Il y a de ça des années. Et oui, le moustique, ça fait partie du truc qui vient me faire chier, et du coup, je le tue. Si c'était un truc si le moustique, c'était un pollinisateur, je le tuerais pas. Mais là, il vient m'attaquer, donc il y a défense, voilà. Et je pense que ça peut être ça, la limite du fait d'exister dans la nature, et qui, pour moi, serait une place juste, c'est se défendre s'il y a une attaque. Alors, chacun a sa définition d'attaque. Il y a des gens qui se sentent attaqués quand il y a de l'herbe qui pousse dans leur jardin, et du coup, ils coupent tout. Pour moi, l'attaque, c'est ça. C'est une attaque physique, une attaque de ce que va m'infliger cet être après sur mon propre corps. Je n'ai pas envie de le subir. Mais donc finalement, je trouve pas ça paradoxal par rapport à ce que je dis. Ah, il y a encore l'opinion qui est là. Non, le falcus qui est là, qui tisse sa toile. Bah, je pensais que ça tissait pas de toile, c'est rigolo. Très joli. Donc une grande douceur qui se met en place avec les insectes. Et ça vient aussi par le vocabulaire qu'on s'est mis à utiliser avec mon ex. Vous voyez de quoi je parle, peut-être? Petit monsieur. J'ai dit petit monsieur à un moment. Et j'en suis pas peu fière de cette appellation. Ça fait vraiment exister les insectes autrement que comme des nuisibles. Et les appeler petit monsieur, petite dame, des fois, pour une libellule par exemple, ça les met au même niveau que nous. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, d'où le lien avec l'ego tout le temps. Le fait de savoir qu'on est inclus quelque part, mais pas tout en haut de la pyramide. Haha, ouais.
Petit monsieur, tu t'adresses à quelqu'un qui te comprend, qui est aussi civilisé que toi. Il y a ça aussi, tu vois. Et pourquoi pas une fourmi serait civilisée? Pourquoi ce serait des trucs propres aux humains? Pourquoi le vocabulaire, quand tu décris un animal, c'est pas une main, par exemple, enfin, une main c'est assez spécifique, mais je veux dire, pourquoi on dirait pas un pied et on dit des pattes, la gueule d'un animal, pourquoi on dirait pas la bouche? Voilà. Et tout ce vocabulaire qui nous met à part, au lieu de nous inclure, ça c'est très dommage. C'est très dommage parce que du coup, la mise à l'écart fait une hiérarchisation. Et c'est ce avec quoi je commence à avoir vraiment du mal. Tout le vocabulaire autour de la nature est à revoir, les gars. Peut-être pas tout, parce qu'il y a du vocabulaire qui est neutre. Mais j'entendais des vieux discuter la dernière fois, là. J'étais au magasin avec Mémé. Je vous en parlais en plus à l'épisode d'avant. Je suis au magasin avec Mémé, je suis tranquille, je suis peinard. Il y a des vieux qui arrivent et qui viennent nous parler de leur jardin, de leurs trucs. Et moi, comme une enfant, je m'emmerde, voilà. Mais c'est très bien. On avait dit que c'était bien de s'emmerder. Je m'emmerde. Et ce monsieur dit, oh là là, il y a eu des biches dans le jardin. C'était des biches, je crois. Oh là là, puis il y a eu des sangliers. Oh là là, il y a des lapins. Oh, c'est nuisible. Maintenant, toi, laisse-moi. Les nuisibles. Les gars, c'est un mot qui est tellement berk. Ah là là, il est naze, ce mot, il est tout décrépit, je sais pas, il y a quelque chose de très malsain avec le mot nuisible. C'est vraiment, où que tu sois, tu n'es pas bien, tu fais le mal, quoi. Et ça me touche tellement, maintenant. C'est vraiment, quand je me suis mise à repenser mon rapport à la nature, tout le package mental est venu en même temps. Et maintenant, je suis vraiment plus en accord avec les mots qu'on utilise pour parler de la nature. Les nuisibles. C'est ok, c'est un lapin qui mange tes fans de radis. Bah oui, c'est comme ça, c'est pas un nuisible. Le petit monsieur, il veut manger lui aussi. Et il voit des trucs qui sont bons dans ton jardin. T'as qu'à mettre une petite clôture au-dessus pour protéger. Voilà. Et voilà, c'est ça qui est difficile, trouver sa place, sa juste place dans la nature, et sans dire que la nature obstrue notre bien-être personnel. En plus, je suis sûre que ce sont les mêmes personnes qui... Oh, le coucou. Lui, par contre, c'est un profiteur. Et ce sont les mêmes personnes qui vont se plaindre dans leur jardin quand il n'y a plus de vers de terre, quand il n'y a plus de vie, quand ils n'ont pas de fleurs. Bah oui, mon rêve, mais s'il n'y a pas de... Si tu prends pas la nature comme elle est dans son ensemble, il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, la nature fonctionne parce que justement, il y a un écosystème. Il y a tout plein d'espèces qui rentrent en symbiose ensemble. Et si tu veux que des fleurs, ça marche pas comme ça en fait. Tu vas avoir les abeilles, tu vas avoir les trucs qui mangent les abeilles, tu vas avoir, tu vas tout avoir en fait, les trucs qui mangent les abeilles, et puis voilà en fait. C'est les trucs qui mangent les abeilles, t'auras des chats quoi. C'est juste ça. Et mon gros questionnement par rapport à ça, le fait de prendre de la place, c'est dans les jardins. Les jardins, je commence à détester. Ça fait longtemps que je les aime pas, mais je veux dire là vraiment les détester. Les jardins, tout droit, tout carré, tout coupé. Ça pour moi, tu empiètes sur la nature alors que tu n'as visiblement pas besoin. Et en même temps, t'as pas besoin d'avoir un jardin. Enfin, je veux dire, c'est toujours la même chose. Voilà, t'as un jardin par kiff. Parce que t'as envie de posséder un peu de nature. Même si pour moi, ça devrait être un droit fondamental de l'humain de posséder un lopin de terre.
c'est tellement bénéfique sur plein de niveaux, où tu peux planter des trucs, où tu peux juste observer ce qui se passe quand tu laisses faire. Pour moi, c'est complètement nécessaire. Donc, en imaginant que c'est nécessaire pour chaque être humain, quant à ton lopin de terre, à mon sens, tu devrais là aussi réfléchir à ne pas prendre trop de place dans ce qui se passe. Les arbres carrés, les arbres moignons des villes, les gars, c'est une grande tristesse, c'est un poignard au cœur pour moi. Vous savez, c'est ces arbres qui sont qui ont des points, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est ceux qui sont toujours coupés au même endroit, là. Et puis, du coup, les branches, elles repoussent fines, ici, là. Et puis, du coup, ça fait un gros truc ici. Du coup, c'est un arbre qui est comme ça, là. Et puis, c'est pas du tout l'espèce, hein. C'est normalement, ça devrait donner un truc comme ça. S'il grandit normalement. Et là, il est restreint tout le temps. Là, il est restreint. Tout le temps, il est restreint au même endroit. Et du coup, ça donne des points comme ça. Et les arbres moignons des villes, pour moi, c'est la représentation de... Il faut que la nature... Un peu de nature, mais pas trop de nature. C'est quand même bien d'avoir de la nature. Enfin, je veux dire, je suis contente d'avoir des arbres dans les villes. Mais du coup, c'est presque plus triste, quoi. Enfin, je sais pas. Je suis pas encore... Je sais pas ce qui est plus triste, mais ça me fend le cœur. Et ça me fend le cœur quand je vois des jardins avec l'herbe qui est haute comme as. Et en plus, je comprends même pas le principe, parce que il va faire de plus en plus chaud. Et donc, on est tenté de laisser plus d'herbe, plus haute, pour que ça crame moins, quoi. Bon, après, il y a des gens qui arrosent, donc problème résolu. Mais je trouve ça d'une tristesse. Tu te penches, tu n'as aucun... Tu as le contact qu'avec ce qui te plaît, quoi, voilà. Il n'y a pas de vie autour de toi. Oh, mais si, il y a de la vie, c'est de l'herbe quand même. Mais c'est tellement... Ça s'est appauvri énormément. On appauvrit tellement la nature quand on va quelque part. Alors que, comme je vous disais, ce qui est beau, c'est aussi le système complet de la nature. Et ça, pour moi, c'est trop empiété. À mon sens, ce qu'on devrait faire dans les jardins, c'est les jardins beaucoup plus à l'anglaise. Donc tu laisses des touffes. On en a marre de l'horizontalité. Votons pour la verticalité. Bon sang. Vertical, les choses verticales qui poussent. Et tu te fais des petits sillons de tondeuse pour toi. Parce qu'après, si tu peux plus passer dans ton jardin, bon, bah, oui, bon, c'est vrai. Je pense qu'il faut quand même réussir à profiter de cette nature. Tu te fais des petits espaces, mais tu laisses beaucoup d'espace pour les espèces qui ont besoin de se cacher, qui ont besoin de se nourrir dans les hautes herbes. Tu laisses les fleurs, et ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mémé, elle laisse pousser chez elle. Mémé, elle tourne autour des pavots de Californie. C'est des fleurs magnifiques, d'un orange vif, éclatant. Mémé tourne autour avec la tondeuse pour les esquiver, ce qui fait que ça fait des touffes comme ça, mais tu peux quand même passer. Je pense que c'est cet équilibre-là à vraiment réfléchir. Et je m'étais déjà dit, en plus, tiens, je pourrais travailler dans la nature, quoi. Mais je sens que je commence à tellement être en dehors du système par rapport à ça aussi, à tellement être en désaccord profond avec la manière dont on voit ce qui dérange. Oh, des mauvaises herbes partout, des mauvaises herbes. Mais non, je connais même pas les espèces qu'il y a ici. Mais je suis sûre que tu peux en bouffer certaines, qu'il y en a certaines qui sont très bonnes pour le foie, pour la circulation, pour plein de choses. En fait, ce serait peut-être ça la question. Trouver les vertus dans ce qui nous dérange habituellement. Ouais. Bah, vous voyez là, je viens de casser une herbe pour mon plaisir perso. Ça va jusque là les questionnements, hein. Bah oui, bon après, d'un côté je me dis ça va, et d'un autre, pourquoi ça va? Enfin,
Oui, elle a pas de système nerveux, blablabla. J'en ai marre de ces phrases-là, les gars. Maintenant que je suis devenue végétarienne, j'ai eu ces questionnements. Et en plus, j'ai eu ces questionnements de gens très proches dont je ne pensais pas qu'ils diraient ça. Et j'ai été très étonnée. Et en même temps, je trouve que la question est legit pour recontextualiser. Parce que c'est toujours cette même chose, en fait. Forcément, tu empiètes sur des trucs sur quoi tu ne veux pas empiéter. Et moi, quand je dis je veux moins de souffrance animale, donc je suis végé, les gens disent mais ta carotte, elle a envie de vivre, hein, peut-être que tu lui fais du mal. Peut-être qu'un jour, on va trouver un système nerveux parallèle dans la carotte. Je dis pas un truc qui n'a rien à voir, parce que comme c'est vivant aussi, et ben, pourquoi pas ce truc vivant a envie de vivre et de se développer aussi et de se reproduire. Moi, j'arrête tout ça, je le mange. Peut-être que plus tard, on va trouver des trucs qui nous font dire, ben oui, forcément, on lui fait pas du bien. Et ouais, c'est tout un questionnement autour de l'ego. Quelle place on veut prendre? Moi, je sais que maintenant, je suis... En fait, c'est une histoire de ressenti aussi. Moi, j'ai pas d'effort à fournir quand je m'éblouis de la nature. Et depuis que je suis végé, depuis cette année, je sens que je suis extrêmement alignée avec mes valeurs. C'est un retour à soi aussi. Bien sûr, il faut se connaître et il faut rentrer en communion profonde avec soi. Oh, il y a un troglodyte mignon. Oh, il y a un troglodyte mignon, les gars, c'est magnifique. C'est un petit oiseau avec une queue relevée qui est minuscule. Il est grand, il est long comme ça. Hop, il est parti. Voilà, savoir se connaître. Depuis que je suis végé, depuis le début d'année, il y a un truc formidable qui se passe. Déjà, bon, j'ai des questions sur le fait sur l'ego avec les gens autour de moi. Et puis, il y a un truc tout à fait étonnant qui se passe. C'est que je n'ai aucun effort à fournir. Les gens se justifient de manger de la viande. C'est très drôle. J'ai rien à faire. Je vous promets que je ne suis pas du tout dans l'agression. Juste les gens mangent de la viande en face de moi. Ok. Moi, je veux pas en manger, j'en mange pas. Et les gens se justifient. Non, mais voilà, mais il y a des vitamines de la viande. Non, mais moi j'en ai besoin. Alors moi j'aime trop ça, blablabla. Et c'est trop drôle. C'est trop drôle. Les gens se justifient. J'ai aucun effort à fournir. Et en fait, c'est comme si on était déjà c'est comme si je les avais déjà pointés du doigt par le fait de ne pas manger de viande. Et du coup, ça fait ressortir le truc de... Les gens sont pas en accord profond avec le fait de manger de la viande. En tout cas, certains. Certains ont aucun problème, ils le disent, moi je mange mon steak. Mais la plupart des gens que j'ai rencontrés se justifient. C'est un truc tout à fait étonnant. Et très amusant. Donc c'est dire qu'on a une relation très paradoxale avec la nature. C'est dire qu'on n'est pas au clair. Et bien sûr que ça empiète. Vous voyez mon vocabulaire? Non. On doit réussir à trouver un équilibre entre nos besoins personnels et même juste nos kiffs, nos plaisirs perso et ce qui était là avant nous et ce qui sera là après nous. Ce qui fait qu'on existe, on l'oublie, on existe grâce à tout ça. Il y a une phrase dans le groupe Trio qui m'avait marqué, l'hymne, pas l'hymne à la joie, non, rien à voir, l'hymne de nos campagnes, c'est tout ça, l'hymne de nos campagnes, vous savez, voilà, les dreads me poussent. C'était... car un lopin de terre, une tige de roseau servir à la croissance de tes marmots.
Il ne faut pas oublier ça. Quand on empiète sur la nature, on empiète sur le bien-être des générations futures. Putain, je te jure. Des fois, il y a des vieux qui disent « Moi, j'ai vécu, maintenant, c'est à vous de faire ça et tout ça. » Bah, vas-y, là, nique-toi. On est marre de ce genre de discours. Désole-toi au moins pour nous. Mais non, en plus, c'est des gens qui ont des enfants, qui ont eux-mêmes des enfants. Je ne comprends pas comment tu peux être aussi nombriliste. Vous voyez, c'est tout le temps une question d'ego. En parlant de la bouffe, je suis pas encore, je suis sur le chemin, j'avance, je me voile pas la face. Je suis sur le chemin du véganisme, je pense, très doucement. C'est des choses qui prennent du temps aussi. De constater tout ça et de constater qu'on était peut-être dans le faux, dans notre vocabulaire, dans notre éducation, comment on a éduqué même. Plein de choses sont à revoir. Et justement, il y a un petit moustique, bah, vous voyez, là, il est bien. On s'embête pas. C'est ça, en fait, je pense, la nuance. C'est, est-ce que là, il y a un moustique? Est-ce que j'irai le tuer? Non. Je pense que c'est ça, prendre une juste place. Et bref, le véganisme, c'est un sujet qui est intrinsèquement lié à la nature, évidemment. C'est prendre en compassion les êtres. Là, je suis arrivée à un niveau de compassion, un niveau de, je pense, on peut dire compassion, tel que, il y a pas longtemps, j'ai vu une pote, il y avait des fourmis sur son parquet, et en fait, elle était en train de les... Alors, il y avait rien, il n'y avait pas de bouffe autour ou quoi, enfin, il n'y avait pas de raison de faire ça. Je suis très distraite, il y a plein de magnifiques choses qui se passent autour. Elle était juste en train de... Je sais pas, les fourmis étaient juste là, et elle les... Touf, comme ça, sur le parquet. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait quelque chose, j'ai rien dit, parce que je me suis dit, bon, écoute, si ça se reproduit, on dira, mais pour cette fois, on laisse passer. Mais j'arrive à un niveau de compassion tel où en fait, quand t'écrases une bébête, ça me pique vraiment, ça me fait quelque chose au cœur. Et ce qui est bien, c'est qu'avec avec mon ex, ça nous a vraiment beaucoup marqué, cette manière d'appréhender le plus petit que soi. Oublions ça, votons pour ça, les gars. Nous, avec la nature. Mais je suis pas encore complètement au clair parce que le véganisme, je n'y suis pas encore. Mais j'apprends tout doucement à me passer de beurre, de crème, et encore la crème, j'en mange vraiment pas beaucoup. Parce que ce qui est impressionnant aussi, avec le fait de repenser un sujet, n'importe lequel en vrai, c'est d'y aller d'être modéré au début, d'y aller étape par étape. Parce que ce qu'on nous présente, ou ce dont les gens parlent, souvent les gens qui sont fervents de quelque chose, ils sont déjà allés au bout de leurs convictions. Donc des fois ça nous semble extrême, bien sûr. Et je pense que les choses, c'est normal. Les choses prennent du temps, mais essayons. Et surtout, renseignons-nous pour faire autrement. Quand j'ai eu vent du véganisme, enfin, je connaissais le véganisme bien sûr, mais quand j'ai vraiment été plongée dans le véganisme, c'était avec mon ex, et lui végane depuis tellement longtemps, je sais même plus depuis quand. Là, je me suis dit, ah, c'est chiant de manger vegan, parce que avec lui, c'était des boîtes de haricots et du chou rouge, comme ça. Comme ça, les gars. Il y avait un peu de sauce tomate peut-être, mais sinon c'était putain, c'était rustre, hein. Je me rends compte, alors que aujourd'hui, alors peut-être qu'il y a aussi plus de produits véganes qui sont proposés sur le marché, mais surtout, j'avais pas les codes de la cuisine végane. Moi, j'étais là, oh non, c'est pauvre en saveur, j'aime pas trop. Donc je revenais vers mon beurre, je revenais vers ma viande. Et maintenant qu'on trouve du tofu, ou maintenant je sais quels aliments liés avec lesquels pour me faire des protes et tout, et ben c'est plus facile quand on nous présente des solutions.
évidemment, je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs en fin de vidéo, vous présenter des solutions. D'ailleurs, c'est encore un procédé de Strussless, le gars dont je vous ai parlé. Je vous remets le lien de sa vidéo, le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Lui, c'est super intéressant parce qu'il parle de trucs qu'il trouve importants et il donne des solutions adaptées aux gens. C'est génial. Donc je vais vous faire ça à la fin de la vidéo, je pense. Et donc là, en l'occurrence, pour le véganisme, j'avais rien. Je partais de rien en fait, parce que je sortais de chez ma mère. Alors chez moi, je me suis jamais cuisiné plus de genre, allez, on va dire 3 fois de la viande, peut-être cuisinée, hein, vraiment. J'étais déjà pas à donf dans la viande parce que ça coûtait cher, parce que voilà, flemme de cuisiner de la viande et tout. C'était pour d'autres raisons. Et une fois que j'ai eu beaucoup plus, que j'ai acheté des bouquins végés, par quoi on peut remplacer les œufs, etc. Là, par exemple, je suis aux anges d'avoir trouvé ce remplacement beurre, huile de coco. C'est délicieux, les gars. Essayez, vous allez voir dans vos biscuits, ils vont cuire beaucoup plus doucement, mais ils seront tellement fondants, c'est un délice. Bon. Et voilà, donc je suis sur le chemin du véganisme aussi, très tranquillement. Et surtout, je me culpabilise pas aussi, c'est important de savoir que les choses prennent du temps. Et si à un moment j'ai envie de... Bon, alors manger de la viande, non, parce que là, je me dis franchement, ça va, je passe le plus difficile. La charcuterie, les boudins noirs et tout. Bon, allez, voilà, mais je me dis, juste aujourd'hui, je mange pas de viande. On verra demain. Et j'y vais vraiment petit pas par petit pas. Je me dis pas, cette année, je mange plus de viande. Intenable, presque. Enfin, vous voyez. Mais petit pas. Tiens, aujourd'hui, je mange pas de beurre. Ah, aujourd'hui, je mange pas de fromage. Et voilà. Et ça se fait petit pas. Mais je suis sur le terrain d'être plus au clair avec moi-même sur ça. Je sens qu'à terme, je vais devenir presque végane, disons, parce que arrêter complètement le fromage, c'est très difficile, et surtout que j'ai un lien, un lien de cœur avec le fromage. Mais n'en manger par exemple qu'une seule fois par mois, pour moi, c'est presque tout aussi bien que d'avoir arrêté complètement, sachant d'où on part des fois. Voilà. Oh, c'est très bien, je suis très contente de rester à l'ombre. Merci Soleil d'avoir un petit peu tourné. C'est top cool, je suis très contente. Cet environnement, vous entendez depuis tout à l'heure, il y a des oiseaux que je connais même pas. Là, il y en a un là qui a un cri incroyable. Je sais pas d'où il vient lui. Ah, c'est magnifique, je me sens en paix avec la nature. Les derniers jours, c'était un ghibli, les gars. Je me suis assoupie en bas d'un arbre. Je me suis réveillée, j'avais un petit pain au raisin, je le croquais, je suis l'humain le plus chanceux et le plus heureux du monde actuellement. C'est sûr. Voilà l'effet que ça fait de se... Promenez-vous dans la nature. Les gars, je vous jure, trouvez des parcs près de chez vous. Vous allez voir et ressentez ce qui se passe. Connectez-vous au vivant. Nature amène à méditation, amène à spiritualité, amène à moins d'ego. J'ai l'impression que ça s'est fait comme ça pour moi. Au début, la nature, c'était que un lieu d'exil, un peu. Vous voyez, c'était j'en ai marre du brouhaha, je m'isole. Et puis, comme je vous ai dit, le fait d'avoir rencontré des gens qui aiment marcher pendant des heures, t'as un rapport... et puis à la marche aussi, je sais pas comment vous dire, mais ça te fait redescendre la marche, profiter de l'environnement, et puis, avec mon ex, ce rapport direct au vivant et à ce qu'on considère comme étant des êtres inférieurs habituellement, m'a ouvert la porte à plus d'amour, plus de compassion. Et je suis très contente.
Alors, parlons maintenant d'un sujet un petit peu fâcheux, les animaux domestiques. C'est la nature, bien sûr. C'est la nature qu'on a pris et cette fois, on prend comme d'habitude une partie qui nous intéresse, on la met chez nous, comme les plantes aussi. J'ai 2 rats et quand il fait beau, comme ça là, je les sors dehors. Mais ils sont toujours restreints. Je pense que si j'avais pas de rats aujourd'hui et que la question se posait est-ce que je prends des animaux ou pas, je prendrais pas d'animaux. Je me suis rendu compte de mes grosses tares comportementales. Je m'attendais à certaines choses qui ne m'ont pas donné. Et ça m'a beaucoup perturbée, fut un temps. Et des fois, je suis en surplus émotionnel. Et en fait, ça rajoute beaucoup. Ça rajoute un coût émotionnel énorme. Et je me suis demandé pendant longtemps, pourtant, je sais que j'aime les animaux. Je veux dire, c'est pas j'aime les animaux comme oh, j'ai trop mignon et tout, voilà. Non, c'est plutôt vraiment intrinsèquement. J'aime les animaux, je veux leur bien. Je veux leur apporter de l'amour quand c'est possible et quand j'empiète pas trop sur leur environnement ou sur eux et quand ils veulent bien. J'adore avoir un lien avec les animaux, donc pourquoi ça me coûtait autant? C'est une question de liberté. Les rats sont dans des cages. Enfin, je veux dire, quand t'as un chat d'appartement, en vrai c'est pareil, c'est juste une grande cage, mais ça, c'est ça qui me coûte en fait, c'est que ils dépendent beaucoup plus visuellement et intrinsèquement de moi. Je leur crée un environnement factice et eux ils doivent se contenter de ça. Ça me dérange. Aujourd'hui ça me dérange. Même quand je les sors, ils sont dans une cage plus grande que celle qu'ils ont, plus vaste. Mais c'est quand même, je les restreins en fait, tout le temps, je les restreins sur leur liberté. Alors que, quand t'as un chat, par exemple, et que t'habites à la campagne, et que tu le sors, bien sûr, on ressent beaucoup moins cette emprise qu'on a sur les êtres domestiques. Encore, domestiques. C'est aussi un mot à revoir. Les êtres qu'on s'accapare. Après, je suis pas contre le fait d'avoir des animaux domestiques. Il y a des gens qui ont des animaux, qui s'en occupent, qui leur donnent tellement d'amour. Ça me touche beaucoup. Je sais que pour ma part, je ne prendrai plus des animaux dont la liberté est aussi restreinte. C'est une discussion que j'ai eue avec ma psy et pour elle aussi c'est une question de liberté quoi. Elle m'a dit un jour, mais le chien il s'en fout du canapé, faut qu'il aille dehors, faut qu'il aille courir, il faut qu'il fasse même des bêtises dans le jardin, faut qu'il il est heureux dehors quoi, par n'importe quel temps. Les animaux veulent leur liberté. Je pense que si un jour on acquiert la capacité de demander directement à des animaux, tu préfères quoi entre des soins et être au chaud, en sécurité? Tu préfères quoi entre la sécurité et ta liberté? Mais c'est comme nous, les gars, on préfère de la liberté, enfin, comment vous dire? Je pense que derrière la peur qu'il y a de pas être en sécurité, il y a ce besoin de liberté. C'est ce qu'apporte la nature. Cette liberté, regardez-moi toute cette liberté-là, qui se dégoûte, qui se dégoûte elle-même ici, vous avez vu? Il n'y a que ça, tout pousse où il veut, c'est magnifique, la liberté. Alors c'est ça qui me dérange aujourd'hui dans les animaux que j'ai, c'est que je ne peux pas leur offrir autant de liberté que je le voudrais, et du coup je me dégoûte un peu, moi-même. Et d'un côté, ça m'apprend tellement de choses aussi sur l'amour que je leur porte, sur les attentes que j'ai envers eux,
Ça fait travailler beaucoup ma compassion aussi, bien sûr. Parce que des fois, ils me font chier, ils sont chiants, ils demandent des choses que je ne comprends pas. Et voilà, il faut que j'apprenne encore plus. Je me suis rendu compte que cette compassion dont je parle tant, elle est encore évidemment beaucoup à travailler. Et voilà, pour ce qui est des animaux domestiques, les gars, je pense que chacun fait comme il peut au niveau des animaux domestiques. Ça, c'est quelque chose qui est plus difficile à travailler, je trouve, que le lien avec le jardin, par exemple. Arrêtons d'appeler ça jardin. Disons la nature à côté de la maison. Jardin, ça fait très possession aussi. C'est plus difficile à gérer parce qu'il y a un lien affectif extrêmement puissant. Et je sais qu'il y a des gens qui s'en occupent extrêmement bien, même s'ils habitent en ville, même s'ils sortent leur chien tous les jours. Voilà, c'est vraiment des grosses questions. Mais pour ma part, en tout cas, ça me touche trop. Et c'est cette liberté-là qui me pose problème. Les animaux domestiques, et puis bien sûr, ouais, sinon après on a des trucs un petit peu plus trashou, il y a les animaux de cirque. Les animaux de cirque. Ça pour moi c'est la limite à pas franchir. Tu vois, autant tu prends des animaux, tu les mets dans un environnement sécurisant et ils font ce qu'ils veulent. Ok. Tu prends des animaux, tu les mets dans un endroit sécurisant et tu leur dis il faut que tu fasses ça, sinon attention à toi. Aïe aïe aïe, ça c'est difficile. Bah ouais mon rêve, c'est dur ça. Bah ouais, ça y est, le coït est terminé. Le cirque, je n'irai plus jamais au cirque. Je suis déjà allée au cirque. Mais je suis même pas sûre d'avoir vu des éléphants ou des lions. Je me rappelle plus. Ça m'a même pas marqué, vous voyez, franchement c'était inutile. Et pareil pour les... question épineuse. J'avais pas prévu de parler de ça. Les zoos. Ça c'est compliqué, bordel. C'est toujours pareil. Tu prends des animaux et puis tu les mets dans un lieu sécurisant. Est-ce que... Bordel, je pense qu'ils préféreraient leur liberté. Et en même temps, si on les libère, il y a d'autres humains qui vont les tuer, quoi. C'est dur. Épineuse question à laquelle je n'ai pas encore bien réfléchi du tout. Je suis ouverte aux propositions de réponses. Mais les cirques, là c'est non. Les cirques et du coup les événements spéciaux dans les zoos là avec les spectacles et tout. Non. Est-ce que même dresser son chien, du coup, ça fait partie? Je sais pas. Bon, en tout cas, pour ce qui est des cirques, les gars, je vous préconise de ne plus aller dans les cirques ou aller dans des cirques où il y a que des humains dedans, que des gens, que des êtres qui ont choisi d'être là, qui vont être rémunérés pour ça. Et c'est aussi, ça doit être aussi très impressionnant et super de voir des humains parce que je pense que la tristesse de l'animal, la douleur de l'animal ressort tellement dans les numéros de cirque. J'ai aucun souvenir, pourtant je sais que je suis allée au cirque, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu l'éléphant sur les deux pattes arrière faire des trucs et tout. Du coup, pareil pour les chevaux, enfin vraiment tous les animaux, je vous parle. Il faudrait que les cirques, ce soient des humains, voilà. Si on veut... Si on veut, le spectacle, c'est un truc qui est complètement humain. Et puis vous imaginez le stress de l'animal et tout. Bref, il y a rien de bon. Si vous voulez passer un bon moment, n'allez plus au cirque pain d'air. C'est désastreux. Voilà, je pense. Là, je me positionne un petit peu plus sur ça. Il y a trop d'ego. Vous voyez, il y a trop d'ego, il y a trop d'humains, il y a trop de conventions humaines pour les animaux. Ça va pas. Aller dans des parcs. Allez, je sais que c'est pas forcément, il n'y a pas forcément des parcs près de chez vous, mais baladez-vous, promenez-vous sans but précis. Je pense que la marche se rapproche d'une certaine manière de la relation qu'on peut avoir au vivant. Parce qu'il y a une notion d'égarement, on ne se focalise plus sur soi mais sur l'extérieur quand on marche.
Et il y a de ça quand on est dans la nature, donc promenez-vous. Si vous tombez sur un lieu chouette, formidable. Sinon, j'allais vous dire, presque prenez une plante, mais ça encore, question épineuse, est-ce que on réduit la plante à un petit pot comme ça? Ça aussi, c'est prendre une partie de la nature pour la mettre chez soi et la restreindre. Ça fait longtemps que j'ai envie de me prendre un bonsaï, vous voyez, par exemple. Mais je sais que c'est des arbres qui sont des arbustes. Je dis c'est les petits guys avant que la première batterie de mon téléphone... Oh, ça fait longtemps que je parle. Avant que la première batterie de mon appareil photo soit morte. J'ai très envie depuis des années de me prendre un bonsaï. Je trouve ça magnifique. Mais j'arrive pas à en prendre parce que je me dis c'est quand même un arbuste. Un arbuste ou un arbre? Non, je pense pas un arbre, non, c'est un arbuste au moins, qui est restreint dans son petit pot et on le garde. C'est un peu les arbres moignons en fait au final. Et donc je suis pas convaincue pour me prendre un bonsaï. C'est pareil, les plantes d'intérieur que j'ai, on me les a offertes. Et donc je suis pas convaincue. Après ça s'est peut-être un petit peu poussé pour plein de gens. Moi j'ai envie de faire autrement, mais sinon si vous sentez que vous avez besoin de vous rapprocher de la nature de cette manière-là, prenez une petite plante verte, un truc. Réfléchissez bien, prendre des animaux de compagnie, c'est 3-4 fois plus éprouvant mentalement que ce qu'on peut imaginer. C'est un coût financier, c'est une perte de place, c'est forcément votre animal, il n'a pas les mêmes conventions que vous, il va destroy vos affaires. Très gros sujet aussi pour avoir des rongeurs. Et voilà, donc si vous voulez vous rapprocher de la nature, peut-être commencer par ça, et puis ensuite passer au trek, passer à des moments plus privilégiés, plus longs avec la nature. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est aussi d'apprendre à connaître les noms vernaculaires des choses qui m'entourent. Par exemple, là, le troglodyte mignon qu'on a vu tout à l'heure. Cet oiseau-là, je pense que c'est une mésange. Je pense. Il y a aussi des rouges-gorges, il y a des merles aussi, ce cri fabuleux, la mélodie merveilleuse du merle. Ça m'a aidé à appréhender la nature, connaître les noms des choses, parce que plus on connaît de choses dans un domaine, plus on peut être subtil dans ce domaine. Ça, c'est le développement de la connaissance. Vous allez voir le bien. J'ai jamais rencontré de gens qui sont sortis, qui ont fait une balade en nature et qui sont sortis en disant oh, je suis emmerdée, ou alors je suis stressée là, je sais pas ce que j'ai. Sauf si tu t'es fait courser par un sanglier. Mais ça arrive quand même relativement très peu souvent. Donc ça fait aussi beaucoup de bien à soi. Et personnellement, quand j'ai un surplus d'émotions, un surplus de trucs, que je me sens fébrile, que je me sens triste, voilà, quand j'y pense, dès que j'y pense à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je me casse dans la nature. Parce que il y a un moment où t'as trop pensé à toi. Enfin, comment dire, tu sens que t'as rien de plus à rajouter, c'est juste vivre. Des fois, c'est pesant, c'est traumatisant, c'est douloureux. Et donc, on a besoin de s'extraire de soi pour penser et voir autre chose. Et moi, je sais que des fois, j'ai trop pensé à moi. J'en ai marre de penser à moi, j'en ai marre que l'ego revienne dans ma tronche, et même quand je suis dans mon appart, il y a trop d'ego, il y a trop d'humains, il y a des trucs peints, il y a que des trucs d'humains. Et je sors, et là, c'est la liberté. Ça fait du bien. Ça
fait du bien, vous allez voir, si vous passez du temps dans la nature, c'est une contemplation, c'est un lien avec l'univers des choses. Ça y est, je vais me baigner dans la rivière qui est juste à côté pour dire ça. Mais c'est vrai, on développe beaucoup, on développe une sensibilité, une écoute phénoménale. Je sais que les gens dont je suis le plus proche ont un lien à la nature qui est fort, un lien à l'environnement, un lien en tout cas à l'écoute des choses, une sensibilité. La sensibilité, c'est important, c'est tellement... C'est la vie, la sensibilité, les gars. Ouais, ça tourne, toute ma life tourne autour des émotions et de la sensibilité. Savoir accueillir ce qui se passe. Non, on n'est pas... Oui, ça rend fébrile, mais on a besoin de ça. Je suis partie un peu loin. En tout cas, passez du temps dans la nature. Ne vous jugez pas si vous mangez de la viande ou si vous avez un animal de compagnie en ville. Apprenez surtout à écouter et à vous écouter et aller dans une direction qui vous semble. Prenez une place dans l'univers qui vous semble la plus juste. Il n'y a tellement pas d'ego quand je regarde la nature maintenant, que quand je parle de la météo, je regarde surtout la nature pour déterminer mon état face à la météo. C'est-à-dire, s'il fait chaud en ce moment, il fait chaud, tout le monde se dit il fait chaud, il fait chaud, ah là là, j'en rajoute un peu. Et moi je vois la nature là elle est resplendissante parce que pendant des semaines il a plu à balles et là il fait chaud, il fait beau. Vous voyez, c'est magnifique, c'est tout en hauteur, c'est tout bombé et fluffy. Et ben, je pense plus juste à mon propre corps qui a chaud, je me dis, la nature est belle, la nature est contente là, c'est un temps parfait. Pareil pour la pluie. La pluie en ville, c'est d'une tristesse incommensurable. Ça ne nourrit rien, c'est juste à la limite esthétique. Mais c'est un gâchis extraordinaire alors que il pleut dans la forêt. Je sais pas, ça te nourrit aussi, ça nourrit quelque chose en toi aussi, quoi. Et c'est pas gâché, t'as toute cette eau qui est absorbée par toute la terre, tout le réseau qui est sous tes pieds, et ça fait du bien. Et quand il pleut et que la nature est belle et que les gens disent il pleut, on a marre, blablabla, et bah moi j'arrête de penser avec mon ego et je me dis c'est fabuleux qu'il pleuve. Prenez le temps de réfléchir quelle place vous voulez prendre dans ce monde pour vous, mais aussi pour tout ce qui se passe autour. On ne fait qu'un. C'était Maïs en direct pour vous servir des sujets. Je suis beaucoup trop calme pour parler des sujets divers et variés. Et on se retrouve peut-être pour une prochaine. Et je vous souhaite un excellent week-end, plein de découvertes, de fascination pour ce qui se passe. Salut!